Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré donc comme tous les mercredis à la thématique des crypto-monnaies ou des crypto-actifs et notamment en ce qui concerne l'écosystème des crypto-actifs en France. On se demandera comment prendre en compte les crypto-monnaies dans la comptabilité d'entreprise, un sujet qui concerne notamment les entreprises qui acceptent des paiements en crypto-monnaie ou celles qui veulent placer une partie de leur trésorerie sur ce type d'actifs. Nous en parlerons avec un comptable spécialisé sur ces questions-là, Fabrice Evrard, expert comptable et commissaire aux comptes. Nous nous intéresserons ensuite à l'évolution des taux d'intérêt de vos crédits immobiliers sur l'année qui vient de s'écouler, mais nous nous intéresserons également à l'impact du contexte économique actuel sur l'évolution du taux de crédit et sur les variables qui font progresser ou non le niveau de votre taux d'intérêt. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Sandrine Alonier, directrice des études de vousfinancer.com et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, je le disais en introduction, consacré tous les mercredis aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon de prendre en compte les crypto-monnaies dans sa comptabilité d'entreprise. Plusieurs cas peuvent en effet amener les entreprises à devoir intégrer les crypto-monnaies ou les crypto-actifs ou les actifs numériques, autant de définitions qu'on vous donnera plus tard, dans leur compte, comme le placement de sa trésorerie en crypto-actifs ou les paiements effectués ou reçus en crypto-monnaie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Evrard, expert comptable et commissaire aux comptes. Bonjour Fabrice Evrard. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors déjà, j'en ai donné quelques-uns d'introduction, mais quels sont les cas où l'entreprise a, d'un point de vue comptable, besoin de se poser la question des écritures comptables des crypto-monnaies dans son bilan ou dans son compte de résultat? En fait, la réponse est assez simple. À partir du moment où on va recevoir des actifs numériques, il va bien falloir forcément les mettre dans son bilan comptable. D'accord. Donc vous l'avez dit en introduction, donc soit c'est des sociétés qui sont des prestataires de services ou des marchands de biens qui vont recevoir des actifs numériques en échange de leur prestation de services ou de leur livraison de biens, ou à contrario, c'est des sociétés qui ont des liquidités qui ne rapportent pas suffisamment d'intérêt à leur goût et qui vont vouloir le placer du coup dans le monde de la finance décentralisée et recevoir des intérêts. Donc c'est les deux cas, effectivement, c'est où on paye, où on reçoit des achats, enfin où on effectue des achats, où on reçoit des paiements en bitcoin ou en crypto-monnaie d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le bitcoin d'un côté, ou alors on va placer une petite partie de sa trésorerie. C'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de ces questionnements autour des crypto-monnaies, que ce soit d'accepter des règlements en crypto-monnaie ou de se dire tiens, j'ai cette trésorerie qui dort, pourquoi est-ce que j'irais pas essayer de la booster un petit peu sur des crypto-actifs? Alors juste le terme crypto-monnaie, personnellement je ne suis pas fan. D'accord. Parce que du coup, il y a des économistes brillants qui sont juste à côté où le terme est relativement remis en question. Je préfère le mot actif numérique. D'accord. Donc oui, principalement, on va avoir ces deux types de sociétés qui vont accepter. Mais il y a aussi des boîtes dans l'écosystème français qui vont émettre leur propre token pour créer leur propre service. D'accord. Et on a toute la vague des NFT. On pourra en discuter après si vous souhaitez. Donc on va dire, le nombre d'entreprises qui se posent la question, ça a explosé depuis environ 6 mois. Où moi, régulièrement, on me pose des questions, donc dans mes clients ou des prospects qui me sollicitent, ou même des confrères qui m'appellent en me disant tiens, j'ai un cas, mon client souhaiterait une holding patrimoniale, il a de la liquidité depuis plusieurs années où il n'y a pas de risque, il ne sait pas trop quoi en faire, il voudrait s'exposer légèrement du coup au monde des actifs numériques. Donc comment est-ce qu'il peut faire? Donc oui, c'est les deux cas les plus représentatifs des questions qu'ils nous posent actuellement. Et avec des questionnements au niveau des entreprises donc qui commencent à grossir effectivement. Et alors comptablement, est-ce que ça change quelque chose d'être sur des crypto-actifs ou de détenir des actifs numériques? Ça, comptablement, il faut voir en fonction du type d'activité et du type de service qu'on va voir sur actifs numériques. Je m'explique. Si vous êtes purement un pure player de l'écosystème blockchain, c'est-à-dire vous êtes un mineur, un trader, les modes de comptabilisation vont forcément être différents d'une société holding qui va placer, mettons, 100 000 euros, je prends un exemple, en actifs numériques. Là, on va retrouver comptablement, on va le retrouver en bas de bilan, à l'actif, juste au niveau des trésoreries, parce qu'on comptablement on considère que c'est comme un instrument de trésorerie. D'accord. Selon les règlements. Donc là, c'est comme un placement presque
c'est ça? Exactement. Et alors que si on est une entreprise dans l'écosystème, là pour le coup, qu'est-ce qui est différent? Ça va changer. Typiquement, les règles comptables sont encore en cours d'élaboration, parce que c'est quand même relativement récent pour nous, pour les experts comptables. On peut le mettre en stock. Là, on a le cas des NFT, enfin des non-fungible tokens, qui défraient la chronique. Bien sûr, oui. Où comptablement, c'est un ovni. On ne sait pas du tout est-ce qu'on va comptabiliser en fonction du sous-jacent. Donc, est-ce que c'est une œuvre d'art? Et à ce compte-là, ça sera une immobilisation. Désolé pour le langage technique. Non, mais pour l'instant, c'est clair. Ouais. Ou alors en stock ou en instrument de trésorerie, en assimilant le non-fungible token à un actif numérique standard. Donc, la comptabilisation risque d'être différente. Et en fonction, en comptabilité, les postes comptables, que ce soit les IMO, les stocks et les instruments financiers, ont leurs propres règles de méthode de comptabilisation, leurs propres méthodes de valorisation. D'accord. Donc, du coup, les impacts peuvent être totalement différents en fonction de la méthode de comptabilisation. Donc là c'est pour les NFT spécifiquement. Ouais, tout à fait. Mais si vous voulez placer, vous avez une holding, vous souhaitez placer de la trésorerie, on va mettre ça en actif numérique. Et lorsque vous allez céder cet actif numérique, partiellement ou totalement, c'est là qu'on va dégager une plus-value qui va être taxée au taux d'IS classique. Et alors si je reprends les deux cas qu'on a donnés en introduction, donc le premier, effectivement, j'ai de la trésorerie, vous avez commencé à nous en parler, j'ai de la trésorerie, j'ai envie d'essayer de booster une petite partie de cette trésorerie parce que je vois la spéculation que certains peuvent faire sur les cryptoactifs, et on y reviendra d'ailleurs pour savoir si ça a un impact notamment sur la prise en compte dans la comptabilité. Donc là, en fait, finalement, c'est vu comme un placement classique avec quand même des spécificités liées aux crypto-monnaies ou pas forcément? Ouais, tout à fait. En fait, des placements habituels, on a des méthodes de calcul au niveau pour le calcul de la détermination du résultat fiscal. D'accord. Là, sur les actifs numériques, c'est légèrement différent. Vous allez mettre l'actif, vous allez acheter, pour parler simplement, vous allez mettre vos 100 000 euros, on va les avoir en actifs numériques, on va les rentrer au bilan. À la clôture, on va regarder la valorisation des actifs numériques que vous possédez et on va les revaloriser au bilan. Si la valeur de marché, au 31 décembre, mettons vous aviez acheté 100 000 euros, ça vaut plus que 50 000, on va comptabiliser une dépréciation comptable. D'accord. Donc comme un investissement classique? À peu de choses près, tout à fait. Et après, il faut mettre une information dans l'annexe, du type de cryptoactif que vous possédez et des méthodes de valorisation qui ont été utilisées. Et alors, quand on accepte des règlements en cryptoactifs, là, il y a un passage comptable plus compliqué à mettre en œuvre? Légèrement, parce qu'en fait, vous allez recevoir des actifs numériques, vous allez les convertir via une plateforme d'échange et vous allez les rapatrier. Oui, c'est ça, on ne peut pas les accepter directement, ces cryptoactifs. On n'a pas forcément tous les outils quand on est entreprise pour accepter des Ethereum, des Bitcoin ou autres directement. Alors, oui et non. En fait, oui, vous pouvez les accepter directement. Pour créer une adresse pour recevoir des Ethereum ou des Bitcoin, ça prend 3 minutes. D'accord. Après, la question qui se pose, c'est comment vous allez les rapatrier en euros, les convertir, les céder vos actifs numériques contre les zéros et les rapatrier pour payer quand même l'impôt société et éventuellement la TVA. Et on peut pas les garder en crypto-monnaie, on est obligé de les reconvertir. Non, pour le coup. vous pouvez très bien les conserver en actifs numériques. Par contre, à charge pour vous d'avoir la liquidité nécessaire pour payer l'impôt société l'année d'après et la TVA si éventuellement vous avez facturé de la TVA dans le cadre de vos prestations de services. Et alors, j'en viens à la volatilité finalement de ces cryptoactifs. Alors, on reviendra sur la partie placement après, on reste sur la partie règlement. À un instant T, le 8 décembre par exemple, je reçois un règlement en cryptoactif, mais dont la volatilité fait que la valeur de ce cryptoactif par rapport à l'euro sera peut-être deux fois supérieure ou 2 fois inférieure. Le lendemain, comment est-ce que justement on détermine l'impôt que je dois payer et la valeur de cet actif dans mon bilan qui lui est fait en euros? Alors, on va raisonner en 2 étapes. Vous avez fait votre prestation de service, vous l'avez facturé, mettons 100 000 euros. Vous avez reçu des cryptoactifs le jour même ou le surlendemain pour une valeur de 100 000. Ou un peu moins, ça va être avec les frais de transaction, on va dire 95 000. On va solder, il y aura forcément une perte, un écart de change. Par contre, tant que vous ne l'avez pas cédé, contre un autre actif numérique ou contre des euros, ça ne va pas rentrer dans l'assiette de calcul de l'IS. Donc ça ne sera pas fiscalisé une deuxième fois. Par contre, c'est ce que je dis, il faut être très vigilant. Ça, j'attire vraiment l'attention de ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut avoir la liquidité nécessaire, pour payer l'IS. L'IS, vous le payez au mois d'avril, voire mai de l'année N+1. Mais sur la base des 100 000 euros alors? Exactement. Sur la base des 100 000 euros facturés dans une monnaie différente et en l'occurrence une crypto-monnaie. Et admettons, donc vous avez reçu 100 000 euros à l'époque en actifs numériques, sauf admettons que vos 100 000 se sont transformés en 20 000. À la date où il faut liquider l'IS. Le problème, c'est que vous n'aurez plus la liquidité nécessaire en équivalent euro pour pouvoir payer votre impôt société. Et là, on rentre dans des considérations fiscales très dangereuses, notamment c'est une faute de gestion, ce que vous auriez dû convertir pour pouvoir payer vos impôts.
Et est-ce que du coup on peut se prémunir de ce type de risque ou Alors malheureusement, on a les contrats à terme qu'on peut voir d'habitude du coup sur le dollar, sur les devises traditionnelles, on a sur le Bitcoin, on n'a pas sur les autres actifs numériques. Et ça reste relativement difficile d'accès. Donc, mais je pense qu'à horizon peut-être 1 ou 2 ans, on aura des instruments pour pouvoir se protéger contre la forte volatilité. Et alors, de manière plus générale, cette volatilité qu'on peut constater sur les crypto-monnaies, alors effectivement, on en parle souvent en termes de risques pour les particuliers qui investissent ou qui font des placements pour des raisons assez diverses. Quand on est une entreprise, j'imagine que c'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux quand même, cette volatilité des crypto-actifs. Alors, on commence à y réfléchir, mais du coup, quelle est la part du risque associé dans ces réflexions? Alors, quand les clients nous posent la question, ou les prospects, on leur demande de regarder sur les 3 dernières années ce qu'on appelle un point bas de trésorerie. C'est-à-dire, ils prennent tout leur relevé de banque, enfin, on l'a en comptabilité. On regarde le solde minimum qu'ils ont eu sur le compte bancaire. D'accord. Alors, on vient de sortir, enfin, on est en cours de pandémie. Bon, il faut considérer, on va dire, quel est le point bas en termes de trésorerie, et on prend une marge de manœuvre. Encore en se disant, on va prendre que 80% de ce point bas. On va se dire, sur ce point bas, on pourrait peut-être remplacer une partie en trésorerie, mais surtout, comme tout placement, on met pas tous ses œufs dans le même panier, donc il faut répartir le risque sur plusieurs actifs numériques. Parce que vous avez Bitcoin, vous avez Cardano, vous avez Tezos, donc il faut répartir le risque sur. Mais alors en matière de règlement, ça veut dire qu'on fait les conversions ensuite soi-même une fois qu'on a reçu dans une crypto-monnaie, ou on donne la possibilité de recevoir des règlements en 10 crypto-monnaies ou crypto-actifs différents? C'est à votre choix, du coup ça vous le voit. Après, généralement les gens vont soit payer en Ether, en Bitcoin, mais ils peuvent très bien accepter, il y a ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des actifs numériques dont la valeur est adossée par exemple au dollar. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une parité, mais on a l'USDT, l'USDC, donc ça permet d'éviter une forte volatilité, parce que le dollar par rapport à l'euro varie peu, alors que les autres actifs numériques, leur valorisation évolue énormément au quotidien. Une dernière question, Fabrice Evrard, sur le risque, mais alors cette fois-ci pas le risque comptable, le risque réputationnel. Les crypto-monnaies ont eu mauvaise presse pendant très longtemps, elles commencent effectivement on commence à changer d'image un petit peu sur le sujet, mais c'est toujours associé à des notions de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou autre. Quand on est une entreprise, est-ce qu'il faut prendre en compte ce risque réputationnel de placer une partie de sa trésorerie en Bitcoin, ou alors recevoir des règlements en crypto-monnaie? On ne va pas rentrer dans la polémique du blanchiment d'argent, mais dites-vous que Tesla a accepté des actifs numériques. Ils en sont a priori bien contents quand on voit la valorisation qu'ils avaient au bilan et la plus-value qu'ils ont effectuée, où elle est même limite supérieure à leur activité professionnelle. Oui, il y a toujours un risque réputationnel. Après, les choses font que ça serait dommage de se priver d'une partie de ces actifs numériques si on peut accroître son business. Après, il faut savoir avec qui vous travaillez. C'est-à-dire, si dans le cas d'une activité commerciale, vous connaissez vos partenaires qui vous acceptent de vous payer en actif numérique, c'est une chose. Après, à l'inverse, c'est vous, si vous décidez de payer des tiers, notamment des fournisseurs basés à l'étranger qui ne sont pas immatriculés, j'ai envie de dire, c'est dans le cas de toute structure commerciale où il faut se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que mon fournisseur, je le connais? Est-ce que je l'ai bien identifié? Est-ce qu'il répond bien à un bon cahier des charges? Et après, j'accepte de le payer en actif numérique. Merci beaucoup, Fabrice Evrard, d'être venu nous expliquer les différentes façons de prendre en compte comptablement l'exposition qu'une entreprise peut avoir au cryptoactifs. Je rappelle que vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Merci à vous, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de faire un pré-bilan de l'année qui vient de s'écouler en matière de taux de crédit immobilier. On va surtout regarder la situation actuelle au mois de décembre, justement, des crédits immobiliers et des taux d'intérêt sur ces crédits immobiliers. Mais on va également en profiter pour vous donner quelques éléments d'explication sur les grands facteurs macroéconomiques ou de contexte économique qui viennent expliquer la hausse ou la baisse de votre crédit immobilier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, mais également Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, Sandrine Alonier. Quelle tendance pour les taux d'intérêt de crédit immobilier en cette fin d'année? Je regardais pour préparer cette émission. Alors il y a un observatoire Crédit Logement CSA qui constatait que le taux n'avait pas bougé sur le 3e trimestre de l'année. Là, on est plus sur la fin de l'année et la fin du 4e trimestre. Ça commence à bouger un petit peu. C'est ce que vous constatez en tout cas chez Vous Financer. Oui, tout à fait. On a eu quelques premières remontées de taux de crédit au mois d'octobre, mais plutôt isolées, qui se sont généralisées au mois de novembre, où 60% des banques ont remonté leurs taux. Et là, sur le mois de décembre, il y a un peu une accalmie. Quelques banques ont baissé leurs taux, mais c'était celles qui les avaient beaucoup remontés. D'autres ont continué à les faire remonter. Bon, globalement, on a quand même sur la fin de l'année une légère remontée des taux, qui peut être assez classique en fin d'année, puisque les banques ont finalisé leurs objectifs de production de crédit. Du coup, elles veulent un
un peu juguler les flux, mais quand même, on sent qu'il y a des petites tensions et qu'on pourrait avoir quand même une remontée sur le début de l'année 2022 qui pourrait se poursuivre. Et quand on dit remontée, on parle d'une remontée de combien en moyenne? Là, c'est des remontées entre 0,10, 0,25, donc à peu près un quart de point. Mais toutes ces remontées affichées ne sont pas forcément appliquées. Évidemment, pour les meilleurs clients, les banques continuent à se battre pour les capter. Du coup, elles n'appliquent pas forcément ces remontées. Donc, ça risque de pénaliser plutôt les emprunteurs avec les faibles revenus, avec un peu moins d'apport. C'est eux qui vont être les premiers pénalisés. Donc, remontée sur quoi? Sur novembre, ou en tout cas novembre ou décembre pour ceux qui ne l'avaient pas fait en novembre, mais une année 2021 qui, au global, restera sur des niveaux de taux d'intérêt de crédit immobilier bas? Oui, tout à fait. Là, vraiment, en 2021, c'est là qu'on a explosé tous les records, si je puis dire, avec des taux qui étaient à moins de 1% sur toutes les durées. Donc, on a vraiment crevé les planchers qu'on connaissait. Donc, forcément, c'est normal aussi qu'il y ait une petite remontée. On ne peut pas continuer comme ça à prêter à moins de 1%. D'ailleurs, on a vu l'impact que ça a eu. C'est que ça a quand même conduit à des tensions sur le marché de l'immobilier avec des remontées de prix, y compris dans les villes moyennes. Et résultat, on a eu un marché ultra dynamique, boosté par ces taux bas. Et on va aussi battre tous les records avec plus d'1,2 million de transactions sur l'année et 270 milliards de production de crédit, c'est du jamais vu. Alors, on y reviendra. Je reviens juste avant sur ce que vous nous avez dit sur cette augmentation de taux en fin d'année. Vous nous dites c'est parce que les banques, finalement, ont déjà atteint leurs objectifs qu'elles remontent un petit peu les taux. C'est vrai qu'on peut se poser la question de ce taux de crédit, ce taux d'intérêt de crédit immobilier. On comprend aujourd'hui qu'il est avantageux pour ceux qui veulent emprunter, alors sous réserve d'avoir le bon profil et effectivement on pourra y revenir également. Mais on a du mal à comprendre comment il est construit. Donc, en fait, la banque peut décider de le remonter pour limiter le nombre de crédits, par exemple, qu'elle veut réaliser sur l'année 2021 et les orienter plus vers 2022, par exemple? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une très forte élasticité entre la demande de crédit et le taux. Dès lors que les taux baissent, on voit que la demande remonte. Il y a des demandes aussi de renégociation de prêts. Il y a aussi un effet d'aubaine pour des investisseurs, par exemple. Donc, c'est vrai que les taux bas boostent la demande et les banques peuvent piloter leurs taux. Elles ont aussi des comités financiers qui vont décider du niveau des taux en fonction de tout l'environnement de marché. Mais ça, je vais laisser l'économiste en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi leur politique commerciale qui dicte le niveau des taux. Et comme il y a une très forte concurrence interbancaire, c'est ce qui tire les taux vers le bas. Toutes les banques veulent prêter et aux mêmes emprunteurs. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a des taux qui continuent à baisser. Mais là, sur 2022, on va avoir des paramètres un peu différents qui devraient les conduire à remonter un peu leurs taux parce qu'il faut quand même qu'elles rentabilisent ces crédits qu'elles accordent. Et donc là, on parlera normes HCSF, assurance emprunteur ou autre. Juste avant, Jean-Marc Daniel, sur justement cet environnement de taux bas, ça fait longtemps qu'on entend et qu'on peut entendre dans son entourage, les taux sont bas, c'est le moment d'emprunter. Bon, ça fait maintenant quelques années qu'on commence à entendre ça. Donc on voit effectivement, on entend taux, on va voir sa banque, on voit un taux d'intérêt de crédit immobilier, on se dit tiens, ça doit être ça le taux bas qu'il faut emprunter, mais qui nous permettra d'emprunter, mais de manière beaucoup plus générale en matière de contexte macroéconomique. Qu'est-ce qui vient expliquer qu'aujourd'hui, on est sur l'année 2021 dans un environnement favorable à l'emprunteur quand il se déplace pour réaliser son crédit immobilier? Oui, il faut bien voir que pour l'emprunteur, ce qui est important, c'est l'attitude de la banque. Et la banque elle-même, elle détermine son attitude en fonction de ce que ça va lui rapporter et de ce que ça lui coûte par ailleurs. Donc le coût, il est déterminé par la politique monétaire, c'est-à-dire par l'attitude des banques centrales et par les taux d'intérêt affichés par la Banque centrale. Et donc on a vécu depuis, grosso modo, 2009-2010, dans une période où les banques centrales ont baissé systématiquement les taux d'intérêt, à la fois pour permettre justement aux banques d'avoir des coûts qui soient minorés et pour permettre aux États de s'endetter à des niveaux de rémunération, de coûts, de charges de la dette relativement faibles. Or, il s'est passé cette année deux éléments. Premièrement, un certain nombre de pays ont considéré que l'épargnant était en train de devenir la victime systématique et expiatoire de ces politiques et qu'il fallait remonter les taux. C'est le cas en Norvège, c'est le cas en Corée du Sud, c'est le cas au Mexique. Tout un tas de pays ont commencé à remonter leur taux d'intervention. Je ne parle pas des pays dans des situations un peu dramatiques comme la Turquie où les taux remontent pour des raisons qui sont des raisons de fuite des capitaux et de maintien des capitaux. Mais dans des économies qui sont des économies, encore une fois, la Norvège, la Corée du Sud, qui sont des économies en situation relativement saine, eh bien,
bien, vous avez une politique qui consiste à dire l'épargnant a été sacrifié. Politique qui rebondit sur les discours de la Bundesbank, par exemple, qui dit l'épargnant allemand est en train de payer les conséquences de... Mais il est sacrifié dans un environnement de taux bas, c'est ça? C'est parce qu'il n'y a pas assez de rémunération L'épargnant, lui, le taux, c'est pas son coût, c'est sa rémunération. Bien sûr, donc là, on parle de placement, effectivement. Oui, d'accord. Donc, il est obligé de se réfugier. Soit, effectivement, il achète des appartements, donc il va vers l'immobilier, soit il achète la bourse et la bourse monte. Mais la partie obligation, la partie prêt rémunéré sur la base de taux d'intérêt est en train d'être effectivement totalement pénalisé. Le deuxième élément, c'est que la Banque d'Angleterre a expliqué qu'effectivement, on avait maintenu des taux très bas pour permettre aux États d'éviter la banqueroute. Bien sûr, de pouvoir emprunter plus facilement. Plus facilement. C'est-à-dire la crise grecque a montré qu'un État qui était effectivement dont la gestion était pénalisé par une dette particulièrement alourdie, était un État qui pouvait faire banqueroute. Et donc, à l'époque moderne, on s'est dit, on ne va pas revenir à des situations du XVIIIe siècle, donc on va éviter ça. Donc, on va garantir aux États que la dette publique sera rachetée, quoi qu'il arrive, par la Banque centrale. Bien sûr. Donc, les banques ne prennent aucun risque, elles achètent la dette publique, et si elles ont un doute, elles l'envoient à la Banque centrale. Et donc, la Banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Et à partir de ce moment-là, la Banque centrale dit, mais je peux déconnecter complètement ce que je fais pour l'État de ce que je fais pour le reste de l'activité économique. Et donc, la Banque d'Angleterre a dit, dans ces conditions, nous allons maintenir des achats de dette publique. En revanche, nous allons remonter nos taux. Et donc, on attend le moment où les taux vont remonter avec une justification ultime, c'est l'inflation, c'est le discours. C'est ce que j'allais dire. Mais alors, avant peut-être de revenir sur la BCE, la BCE peut dire la même chose aujourd'hui ? Alors la BCE peut dire la même chose, c'est-à-dire que le problème de la BCE, c'est qu'au sein de la BCE, il y a un débat entre ceux qui disent, écoutez, mais si vous affichez clairement que vous allez racheter la dette publique, quoi qu'il arrive, comme le fait la Banque d'Angleterre, comme le fait plus ou moins la Réserve fédérale, mais vous allez cautionner le Club Med, entre guillemets, c'est-à-dire les pays qui n'équilibrent pas leur compte. C'est-à-dire, grosso modo, l'Italie, mais encore que l'Italie maintenant avec un Premier ministre qu'à la BCE on aime bien quand même, malgré tout. On le connaît un peu, effectivement. On l'a moins dans le collimateur. En revanche, il y a un autre pays qui est très endetté, qui continue à s'endetter, qui est la France. Et donc la BCE, pour l'instant, elle est dans l'attente du résultat des élections présidentielles, de voir ce que la France va adopter comme politique budgétaire. Mais d'ores et déjà, des gens comme M. Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, ont dit, une fois que l'élection sera passée, pour qu'on maintienne ce type de politique, c'est-à-dire rachat de la dette publique et hausse des taux d'intérêt, il faudra que l'État affiche clairement un programme de réduction du déficit budgétaire. Un mot sur l'inflation avant de refaire le lien avec le crédit immobilier, de comprendre effectivement comment ce contexte que vous venez de nous décrire a un impact directement sur la hausse ou la baisse du taux de crédit proposé par une banque à un épargnant. L'inflation, du coup, ça effectivement, les banques centrales les prennent en compte évidemment. Au niveau européen, est-ce que c'est inquiétant aujourd'hui pour une banque centrale et pour l'épargnant final ? Non, je pense que l'inflation n'est pas inquiétante en tant que telle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le cœur de métier de la Banque centrale actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Une banque centrale, c'est une institution qui a été créée de façon tout à fait empirique. La Banque centrale du XVIIIe siècle, elle était là pour gérer de la dette publique. La Banque centrale du XIXe siècle, elle était là pour gérer de l'or. La Banque centrale du XXe siècle pour gérer de l'inflation. Et la Banque centrale du XXIe siècle va de nouveau gérer la dette publique. Donc elle est en train de passer d'une mission à l'autre. Et pourquoi est-ce qu'elle met un certain temps ? Parce qu'il faut persuader le reste de la population et l'ensemble des acteurs économiques que l'inflation a disparu. Or, on est dans une période où on a du mal à le croire, ça, quand même. On a du mal à le croire. Les prix se sont remis à augmenter, mais il faut bien voir que l'inflation, c'est normalement, dans la définition même que donnent les banques centrales, c'est une hausse générale et durable des prix. Or, la hausse n'est pas générale, elle est essentiellement concentrée sur quelques produits et en fait l'énergie, avec cette idée que finalement c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire il y a toute une partie des dirigeants qui considèrent qu'il faut faire augmenter le prix de l'énergie pour modifier les comportements de la population dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et durable, on voit déjà des ralentissements qui se font jour. L'OCDE anticipe qu'en 2023, donc on va avoir une année encore en 2022 avec des tensions sur les prix, mais en 2023 on aura 2,5% d'inflation aux États-Unis, ce qui est à peu près la tendance historique. Les 2% en zone euro, ce qui est conforme au mandat de la BCE, et 1% au Japon, ce qui est là aussi dans la norme historique de ce pays. Alors, pour bien comprendre, donc cette inflation, effectivement, on peut assez facilement la remettre dans un contexte immobilier. C'est une augmentation des prix de l'immobilier. La hausse
une hausse éventuelle des taux de la BCE, en quoi ça peut ou non avoir un impact sur le taux d'intérêt de mon crédit immobilier ? Alors, ça peut avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que effectivement, les banques qui se refinancent auprès de la Banque centrale, elles empruntent plus cher, donc elles vont répercuter. Donc, ça va avoir des conséquences en termes de prix. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où les taux d'intérêt deviennent plus rémunérateurs, l'épargnant peut changer également d'attitude. C'est-à-dire que là aussi, sur le plan de la théorie économique, il y a ce qu'on appelle les mécanismes d'équivalence ricardienne. Pourquoi est-ce que les gens achètent de l'immobilier ? Ils achètent de l'immobilier pour se loger, ce qui paraît assez logique, oui. Mais c'est aussi un placement. Et donc, dans les arbitrages que vont faire les ménages et les investisseurs, il y a effectivement la sécurité du placement. C'est un placement relativement sûr, avec quand même des fluctuations de prix. Et puis, la comparaison avec les autres placements. Si les taux d'intérêt remontent, il y a une partie des gens qui vont se porter vers des placements de nouveau de nature plus liquide que sont les placements financiers et singulièrement les obligations. Sandrine Allonnier, justement, si on essaye de regarder un petit peu sur 2022, donc il y a effectivement ce contexte macroéconomique sur lequel l'épargnant n'a pas forcément la main, mais qu'il peut suivre. Mais il y a également un contexte juridique ou en tout cas un certain nombre de normes qu'il va falloir prendre en compte. 2022 s'ouvre pour l'investisseur ou l'accédant avec la mise en place de normes HCSF contraignantes, avec un certain nombre de changements aussi vis-à-vis de l'assurance emprunteur et avec ce sujet de l'énergie et notamment de la performance énergétique des biens. Est-ce qu'on rentre dans une année un petit peu plus compliquée pour le choix et l'achat de résidences principales ou secondaires ? C'est vrai que là, cette année, on sent que voilà, il va y avoir du mouvement, donc et sur les taux des marchés financiers, dans la politique des banques centrales, mais aussi dans des éléments plus structurels sur le marché bancaire. Puisqu'en effet, il y a ces normes du Haut Conseil de stabilité financière de ne pas dépasser 35% d'endettement et 25 ans de durée de prêt qui vont devenir juridiquement contraignantes. C'est-à-dire que les banques pourront se voir appliquer des sanctions financières en cas de non-respect. Et du coup, elles sont bien obligées de provisionner un peu ces éventuelles sanctions. Et c'est pour ça que ça pourrait aussi, du coup, peser sur les taux de crédit. Et on a déjà une banque qui nous a indiqué que pour les dossiers qui ne respectaient pas les normes, donc avec plus de 35% d'endettement, le taux serait augmenté de 0,10 à 0,20. D'accord. Qu'est-ce que c'est un moyen de les limiter ou bien de provisionner justement ces éventuelles sanctions ? Il y a également l'assurance emprunteur, où là aussi ça peut bouger puisque les députés ont adopté une loi qui permet de changer à n'importe quel moment durant la durée du prêt son assurance emprunteur. Or, c'est vraiment sur l'assurance de prêt que les banques faisaient de la marge par rapport au taux du crédit qui était très faible. Bien sûr. Et du coup, forcément, si jamais elles peuvent moins gagner sur l'assurance ou qu'au bout d'1 ou 2 ans, l'emprunteur par ailleurs, elles auront moins tendance à faire des taux bas au début, puisqu'il faudra aussi anticiper cette perte de rémunération. Oui. Exactement. Donc là aussi, on pourrait voir quelques tensions sur les taux de crédit. Mais à côté de ça, quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu une année record en 2021 et en 2022, les banques ont des objectifs de production de crédit très élevés. Et pour les réaliser sur finalement un nombre d'emprunteurs potentiels limité, puisqu'il faut qu'ils correspondent aux normes du Haut Conseil, eh bien, elles vont continuer quand même à avoir une très forte concurrence interbancaire. Donc au final, on a un peu ces forces qui s'opposent et du coup, on devrait avoir une remontée plutôt d'un quart de point, ce qui reste quand même très limité. Oui, ça reste un environnement de taux d'intérêt de crédit immobilier relativement bas quand même. Tout à fait, ça restera plus bas que ce qu'on a connu il y a 2 ans, plus bas que ce qu'on a connu en 2016, on empruntait à 2,5. Donc même si on remonte à 1,30% pour des taux sur 20 ans, si on emprunte 200 000 euros sur 20 ans, ça fait 22 euros de plus par mois de mensualité. Donc c'est pas de nature non plus à décourager la demande. Bien sûr. Donc il faudra voir en effet tout l'environnement économique et l'une des questions, ça va être aussi la rénovation énergétique, puisqu'il va falloir prendre ça en compte quand on achète un logement déjà à un prix élevé, de l'enveloppe supplémentaire de travaux à prévoir si on veut le louer, si on veut avoir un bon DPE. Et du coup, ça aussi, ça pourrait à l'inverse faire baisser les prix. Donc beaucoup de mouvements à attendre l'année prochaine. Beaucoup de mouvements à attendre en 2022. Vous reviendrez nous en parler en 2022 pour constater effectivement ces évolutions. Merci beaucoup Sandrine Allonnier, directrice des études de Vous Financer. Merci Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.